Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode à Cube. J'ai le goût qu'on se fasse plaisir avec des bonnes nouvelles, des nouvelles insolites, des nouvelles bizarres, étranges, mais étonnantes aussi, qu'on va avoir pas mal aujourd'hui, puis qui se promènent dans les médias, je vais vous dire. Des nouvelles qui surprennent, qui font peur un peu aussi. Mais avant toute chose, quand je dis des nouvelles qui font peur, on parle d'inondations encore, d'assurance habitation, d'assurance tout court qui viennent avec tous les sinistres qu'on a eus récemment. Avec le passage de la tempête Déby, là. Puis hier, il y a eu de la pluie, là. Je parle de mercredi soir, il y a eu de la pluie aussi, puis il y en annonce pour la fin de semaine qui s'en vient. Les sols sont gorgés d'eau, ça va déborder partout, puis les assureurs, eux autres, ont besoin de se rembourser avec tous les dégâts qu'ils ont dû éponger dans les dernières semaines, on le sait, là. C'est difficile d'avoir accès même à un assureur, vous appelez au bureau, ça sonne une fois, 2 fois, 3 fois. Ça répond pas, vous devez patienter, la petite musique, tout le tralala, c'est désagréable au possible, puis ça va le devenir encore plus parce que selon un expert en assurance, là, le Louis Cyr, l'homme fort de l'assurance, j'ai toujours adoré d'ailleurs son slogan, là, je vais faire une petite confidence aujourd'hui, toujours adoré son slogan, bref, Louis Cyr qui lui dit, selon son avis d'expert, que ça risque d'augmenter d'à peu près là, 25%, là, jusqu'à 25%, entre 10, 25%, pour à peu près tout le monde, là, surtout les sinistrés. Là. 0 à 10 peut-être pour ceux qui n'ont jamais été sinistrés, mais jusqu'à 25 pour ceux dont les maisons là, sont dans des zones inondables, qui ont déjà eu des refoulements d'égouts, qui ont déjà eu des problèmes qui sont liés à l'eau. Mais les assureurs vont s'en mettre plein les poches. Là. Ça, c'est sûr que c'est une autre claque qu'on donne encore d'en face aux consommateurs. C'est plate, là, mais on a l'impression d'avoir été là, dans la classe moyenne tellement squeezé par les ouïes, là, je vais le dire dans des termes comme ceux-là, de se faire serrer pour vrai à la ceinture, à la gorge, à tout ce que vous voulez, depuis des mois et des mois et des mois. Là. C'est pandémie, inflation, ralentissement économique, tout augmenté partout comme prix, le marché immobilier a explosé, il y a une pénurie de logements, c'est tout le temps... on se dit tout le temps que c'est comme, c'est la goutte de trop cette fois-ci. Mais combien de gouttes de trop ça va prendre pour qu'on se sente, là, mais complètement vidé? Complètement vidé comme consommateur, leur virer à l'envers les deux poches, donc secouer la tête en bas par les assureurs, par les épiceries, par les propriétaires, par... Ouf. Tenez bon puis courage. C'est les mots que j'ai le goût d'employer puis j'ai le goût de vous dire. Tenez bon et courage. On est passé au travers de bien pire que ça, sincèrement. Pendant la pandémie, là, je me souviens... Pour bien des gens, c'était comme la fin du monde. Pour ceux qui adorent avoir des interactions sociales comme moi, c'était terrible. Même si j'avais un emploi stimulant ici, qu'on venait au bureau tous les jours, j'étais abasourdi par le manque d'interaction sociale, le manque de proximité avec mes amis, ma famille, des gens que j'aimais. Puis j'imagine pas pour d'autres gens pour qui c'est encore plus difficile, qui se retrouvaient complètement isolés, des personnes âgées. J'ai pas envie de vous replonger dans ce psychodrame-là, mais... j'ai le goût de faire la comparaison en vous disant on est passé au travers de pire. Puis de pire, générationnellement, du haut de mes gros 28 ans, j'ai l'impression qu'on a déjà passé au travers d'une couple d'affaires générationnelles, des troubles déjà, puis des secouements qui sont pas faciles. Chaque génération a ses défis, là, évidemment. J'ai pas vécu de guerre qui affectait le Canada, qui affectait le Québec. J'ai pas vécu de crash boursier monumental, à part celui de 2008, on se comprend. J'étais pas encore un grand consommateur ni responsable financièrement de mes affaires. Mais, pandémie, puis le contexte économique actuel, pour des jeunes, puis surtout les plus jeunes, là, j'ai le goût de dire, ceux qui étaient encore à l'école, qui étaient encore en train de se former, puis qui sont entrés peut-être même dans le marché du travail pendant la pandémie, pendant ce qui suit après, pendant le contexte inflationniste, pendant la pénurie de main-d'œuvre, pendant. On a vécu pire. On est bon, là. Sérieux, tenez bon. Je crois sincèrement qu'on va s'en sortir. Même au travers d'un contexte comme celui-là qui peut sembler difficile, puis si vous êtes dans une zone inondable, faites des travaux chez vous parce que sincèrement, ça risque d'augmenter pas mal. C'est peut-être un des seuls moyens que trouve Louis Cyr dans ce dossier-là pour être capable de tenir le coup. Tenez bon. Bon, je vous avais promis des nouvelles un peu plus éclectiques, spéciales. Il y a une étude qui est parue là, dans les pages de la presse aujourd'hui, une étude montréalaise qui avait comme pas été
Il a été proposé dans les années 2015-2017. On a commencé à faire des théories là-dessus, mais c'est comme en train de se prouver par une nouvelle étude montréalaise qui viendrait confirmer un phénomène qu'on anticipait, celui d'être capable d'exposer les bébés. Je dis pas les enfants, là, je dis bien les bébés, aux arachides. Les exposer aux arachides pour être capable de prévenir et de faire une espèce d'immunité aux arachides en tant que tel, pour être capable de faire en sorte que votre enfant ne développe pas l'allergie aux arachides un peu plus tard. C'est spécial, mais tout ça, on appelle ça l'hypothèse de l'hygiène. Vous avez peut-être déjà entendu parler un peu de cette fameuse hypothèse. L'hypothèse d'hygiène, en gros, là, grosso modo, c'est que dans le monde moderne, on est de moins en moins exposé à tout ce qui est germe, à tout ce qui est saleté, cochonnerie, tout ce que vous voulez. Là. On se comprend-tu quand maintenant, puis vivre dans un château français de 1208, vous avez des conditions sanitaires qui sont pas mal plus idéales, hein? Ben, en ayant ces conditions sanitaires-là, vous êtes moins exposés, puis surtout vos enfants, vos bébés sont moins exposés à tout ce qui est germe, à tout ce qui va être cochonnerie. C'est bien. On se comprend, la mortalité infantile a descendu, puis pas à peu près là, dans le monde depuis ces années-là, mais ça fait quand même en sorte qu'on développe de plus en plus d'allergies auprès des jeunes. Du moins, c'est ce que cette hypothèse-là tend à dire, parce qu'on s'expose pas assez. Notre système immunitaire est tellement pas habitué de voir certains pathogènes, de voir certaines choses, qu'il est ses gardes, il est ses gros nerfs, puis il va attaquer. Il va sauter sur à peu près n'importe quoi qui est banal, puis qui va entrer dans le système, comme une arachide. Et là, ce qu'on dit, selon tout ça, c'est qu'on recommanderait maintenant aux parents de donner, là, juste de manipuler, d'être en contact, de toucher des arachides quand vous avez un bébé là, en bas d'1 an, pour qu'il puisse se construire comme ça une tolérance. Puis plusieurs fois, là, chaque mois au moins, il faudrait exposer comme ça son enfant avec la fréquence. Ça permettrait là, de diminuer du moins là, l'exposition, puis surtout le risque de développer des allergies aux arachides. Quand on sait que c'est une des pires allergies, puis croyez-moi quand je vous le dis, que j'ai animé des camps de jour d'allergie aux arachides, c'est à peu près la pire chose que tu peux entendre, mais pourtant ta voix à chaque fois quand tu t'occupes d'un groupe d'enfants, ben c'est sûr que ça peut, après ça, réduire le niveau de stress pour tout le monde, réduire le niveau de stress des parents, puis surtout réduire les chances de faire un choc anaphylactique. Là. On se comprend, c'est ça l'essentiel de la chose. Donc voilà. Hein? La théorie de l'hygiène, j'avoue que ça fait partie des espèces de dégâts collatéraux qu'on a quand on augmente notre technologie, quand on augmente notre niveau de vie, notre niveau d'hygiène. Ben, il y a des espèces d'effets secondaires comme ceux-là que je trouve personnellement franchement fascinants. Là. Hein? Quand on devient tellement propre que notre corps décide de créer lui-même des pathogènes, des pathologies, ben, c'est spécial, je trouve. Il y a quelque chose quand même d'ahurissant et d'extraordinaire là-dedans. Hey, parlant de trucs extraordinaires et ahurissants, attachez votre truc, OK? Pour moi, cette nouvelle-là, qui est parue hier, qui a été reprise d'ailleurs dans les pages de nos collègues du Journal de Montréal, de TVA Nouvelles également, pour moi, c'est comme la cristallisation, sérieux, des trucs les plus dystopiques de notre époque, OK? Dans les trucs les plus inquiétants, sournois, puis qui ressemblent à un film, pour vrai, là, de science-fiction dystopique. Là. C'est Disney+, hein? Vous entendez ce nom, vous dites pas du tout, hein? Méchante corporation. Disney+, la compagnie qui, en ce moment, se fait poursuivre, ou du moins voulait se faire poursuivre par un homme de la Floride, un homme qui est allé en Floride, qui s'est rendu dans un Walt Disney Resort avec sa femme, okay, en 2023, octobre dernier. Et là, ils sont rentrés dans un des restaurants du site de Disney. Rentrés là, disent « Hey, ma femme est allergique à la fois aux produits laitiers et aux arachides. Hein? » On vient d'en parler, justement. Disent ça, puis ça a l'air qu'on y aurait servi quand même quelque chose qui contenait des arachides, des produits laitiers, puis sa femme, même si elle avait un épipène, est décédée. Là. Elle a mangé, choc anaphylactique total, bing bang, elle est morte. Là, depuis, mais monsieur veut poursuivre là, des dégâts au-dessus de 50 000 en disant, regardez, votre restaurant qui est affilié à votre compagnie n'a pas fait attention, ma femme est morte, je veux de l'argent. Le problème, c'est que Disney est en train de dire, puis font valoir devant les tribunaux, que ce procès-là, dans le fond, ne devrait pas avoir lieu. Qu'il ne devrait même pas se rendre devant les tribunaux, mais qui devrait être plutôt réglé à l'interne, hein, à l'amiable ensemble. Comme si tu venais d'avoir une petite scratch d'auto avec le véhicule à côté, puis vous réglez ça hors cours, vous réglez ça à l'amiable. Ça, mais pour la mort de sa femme. Okay? Les arguments de Disney là-dedans, c'est que le monsieur a déjà acheté des billets pour se rendre justement sur le site de Epcot à Disney par le passé et qu'il s'est déjà inscrit 1 mois de temps à Disney+. Là, vous allez me dire, voyons donc, on s'en fout qui est inscrit à Disney+. Sa femme vient de mourir à Disneyland. Oui, je sais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les petits caractères
dans les très tout petits mini caractères. Vous savez, là, quand vous inscrivez à quelque chose, vous cliquez « J'accepte les termes et conditions ». Vous savez, ce truc-là que personne lit au monde, à jamais, personne lit. Non, là, je vous entends me dire « Oh, moi, j'ai lu ». Non, personne lit ça. Il n'y a personne qui lit ça au complet. Faites-moi pas des accroires. Il y en a tellement maintenant, ces espèces de trucs-là qu'il faut que tu signes, peu importe où tu t'inscris. Personne lit ça au complet. Et pourtant, ben, dans les tout petits caractères, ça a l'air que dans les termes et conditions de Disney, ben, tu peux pas les poursuivre. Tous les litiges qui vont se mettre entre monsieur le consommateur et Disney ne vont être réglés à l'amiable, vont être réglés hors cours. C'est ce qui est écrit d'un petit caractère, je vous jure. Et là, non seulement quand tu achètes les billets, mais en plus de Disney+. Et là, ce qu'on explique, là, du côté évidemment de monsieur puis de la poursuite, on dit, OK, là, ça n'a pas de bon sens. Non seulement les Terms and Conditions de Disney sont même pas dedans. Faut que tu cliques un lien qui est dans les autres Terms and Conditions pour être capable, après ça, d'aller lire cet autre petit caractère. Je résume? Faut que tu cliques sur un petit hyperlien en tout petit caractère, dans les petits caractères, pour aller lire d'autres petits caractères qui, eux, te disent que tu peux pas poursuivre Disney. Mais pouvez-vous croire à quel point c'est dégueulasse et sournois comme espèce de manière de faire d'une entreprise? Je comprends que Disney là, s'est rendu le Saint Graal, sacro-saint, Jésus, Marie, Joseph, la plus grosse compagnie qui existe sur la planète, là, ou presque. Là. On se comprend. C'est tentaculaire, c'est gigantesque. Ça leur donne pas le droit, comme ça, de mettre des conditions bâtardes, dégueulasses dans leurs clauses que personne va lire très clairement. Je veux dire, t'es une compagnie milliardaire, multimilliardaire en termes de profit. Un gars se pointe sur un de tes sites, les gens du restaurant font pas attention, sa femme en meurt, puis toi tu dis « Ouais, buddy, on est désolé pour ta femme. Par contre, ben, t'avais déjà cliqué sur « J'accepte les conditions en t'abonnant 1 mois gratis à notre site. Ah, tu peux pas poursuivre parce que ta femme est morte. Bonne journée. » Pouvez-vous croire à quel point c'est dégueulasse? Moi, je vous le dis, cette nouvelle-là me donne froid dans le dos. Parce que c'est quelque chose avec lequel on est de plus en plus exposé. Je veux dire, on passe notre temps à accepter comme ça, sans lire, je le sais, sans lire, les terms and conditions d'à peu près tout ce qu'on reçoit en ligne. Mais est-ce qu'il va falloir commencer à lire partout? Il va falloir commencer à investiguer absolument chaque abonnement auquel on s'est inscrit dans ce monde dans lequel on est connecté là, à peu près à tous les services numériques possibles. Est-ce qu'il faut que je me mette, par exemple, à suivre puis à regarder si mon abonnement sur Spotify va pas me permettre de poursuivre Spotify à un moment donné s'ils se mettent à me voler de l'argent? Est-ce que va falloir que je commence à vérifier les terms and conditions de mes fichiers Word quand j'essaie de m'abonner, par exemple, à la suite Office? Pensez-y, s'il fallait être sur nos gardes constamment comme ça pour toutes les pognes, toutes les crosses qu'on peut se faire passer comme ça sous le nez, on serait constamment stressé. Pour moi, c'est la cristallisation là, de l'hyper-capitalisme puis des compagnies comme ça qui sont devenues trop grosses pour leur propre bien. Je m'excuse, mais Disney, c'est trop gros pour son propre bien. Meta, qui est au Canada puis qui pense qu'ils peuvent... Puis en fait, ils peuvent! Ils sont tellement gros, ils peuvent bloquer même les sites de nouvelles sur leur réseau parce qu'ils défient une loi canadienne. Ils sont capables, jusqu'ici, ils sont encore capables, 1 an plus tard, de défier les lois d'un pays. Ça veut dire que ces compagnies-là sont trop grosses. Ça veut dire que ces compagnies-là, on ne peut pas leur faire confiance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement canadien ait essayé, mais il faut qu'il en mette plus. Mais mettre des bâtons dans les roues, mettre des balises, encadre ces entreprises-là, parce que je m'excuse. Mais quand quelqu'un meurt de même, c'est pas en t'étant enregistré 1 mois gratuitement un service de streaming que ça l'empêche de poursuivre. Je veux pas vivre dans ce monde-là, puis je pense que personne ne veut. Bienvenue aujourd'hui à Cube.